Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Dans notre dernier épisode, nous avons exploré l'histoire du génocide des Tutsis par les Hutus. Aujourd'hui, on lance un nouvel épisode consacré cette fois au génocide et crimes de masse qui sont peu médiatisés ou pas assez mis en lumière. Si certains ont marqué la mémoire collective, d'autres restent méconnus malgré leur ampleur et leurs conséquences durables. Pour cet épisode, nous, Charlotte, Olivia, Nora et Sarah G. allons revenir sur plusieurs de ces tragédies. Le génocide des Herero et des Nama en Namibie, souvent considéré comme le premier génocide du XXe siècle, mais aussi le génocide des Bosniaques en ex-Yougoslavie, et la guerre du Biafra qui a causé entre 1 et 2 millions de morts au Nigeria. Quels ont été les contextes historiques et politiques qui ont mené à ces massacres? Comment se sont-ils déroulés? Et surtout, quelles en sont les conséquences aujourd'hui? C'est à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Le génocide considéré comme le premier du XXe siècle est celui des Nama et des Herero, et peut être vu comme l'avant-goût de toutes les horreurs qui seront commises durant ce siècle. Entre 1904 et 1908, environ 80% du peuple Herero, soit 65 000 personnes, et la moitié du peuple Nama, 10 000 personnes, ont été exterminés par les forces du Deuxième Reich dans le sud-ouest africain allemand, aujourd'hui connu comme la Namibie. Pour remettre un peu dans le contexte, le sud-ouest africain est historiquement peuplé par deux peuples rivaux, les Herero au nord du pays et les Nama au sud qui eux sont moins nombreux. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Allemagne souhaite s'imposer comme puissance majeure au niveau international en utilisant la colonisation. Les peuples vont perdre leur indépendance, le territoire étant passé de force sous le contrôle des Allemands. Malgré les efforts du chef Herero, Samuel Maharero, pour créer une alliance solide avec les Allemands, les colons allemands sont maltraitants et commettent de nombreux abus sur la population Herero, viols, passage au tabac et même des meurtres. C'est dans ce contexte que, en 1904, une révolte éclate sur le territoire actuel de Namibie de la part des Herero, en réponse à cette maltraitance, aux abus et à la perte continue de territoire, en s'en prenant aux fermes allemandes, au commerce et aux infrastructures coloniales. Mais cette révolte va connaître une répression brutale et sanglante. Le nouveau général, Yotar van Trotha, redouble de cruauté en émettant un ordre d'extermination le 2 octobre 1904, dans lequel il va appeler au massacre méthodique de tout Herero, femmes, hommes, enfants, sans distinction. Il dit dans cet ordre d'exécution: à l'intérieur des frontières allemandes, chaque Herero, sans ou avec une arme, avec ou sans bétail, sera fusillé. Je n'accepterai plus désormais les femmes et les enfants, je les renverrai à leur peuple, ou les laisserai être. De nombreuses opérations sont menées par les Allemands pour brûler des villages, empoisonner l'eau, tuer les populations. C'est une extermination voulue contre un peuple entier sans distinction. On peut donc bien parler de génocide. Le génocide va également s'étendre aux peuples Nama qui vont connaître le même sort. La fin des exécutions est ensuite ordonnée en 1905. Cela s'explique par le fait que l'empereur allemand Guillaume II ne souhaite plus gâcher de la main-d'œuvre. Les massacres vont ainsi laisser leur place à la déportation vers des camps de concentration de travail forcé, dans lesquels les prisonniers Herero et Nemo mourront soit à cause du travail, de la maladie, de la malnutrition ou du mauvais traitement. Entre l'extermination, le travail forcé et les déportations, ce génocide tire en de nombreux points des ressemblances avec le génocide juif, commis par le même pays quelques décennies plus tard. Le devoir de mémoire de ce génocide est essentiel et doit nous rappeler à quoi aboutissent la haine, le racisme et le colonialisme. Nous allons maintenant nous intéresser au génocide bosniaque. Entre 1992 et 1995, la Bosnie-Herzégovine est le théâtre d'un conflit dévastateur suite à sa déclaration d'indépendance de la Yougoslavie. Les tensions ethniques s'exacerbent, notamment en raison des ambitions nationalistes de leaders serbes tels que Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic, qui aspirent alors à la création de ce qu'on appellera la Grande Serbie. Cette idéologie conduit à une politique de nettoyage ethnique, visant alors les populations bosniaques musulmanes. L'un des épisodes les plus tragiques de ce conflit est le massacre de Srebrenica, en juillet 1995. Malgré son statut de zone de sécurité, donc protégée par les Nations Unies, la ville est envahie par des forces serbes de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladić. En l'espace de quelques jours, plus de 8000 hommes et garçons bosniaques sont exécutés, tandis que des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées seront déportées. Ce massacre est reconnu comme un des génocides par le Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, mais aussi par la Cour internationale de justice de l'ONU. Les responsables, dont Radovan Karadzic et Ratko Mladić, ont été jugés condamnés pour leur rôle dans ces atrocités. Au total, le conflit en Bosnie a causé la mort d'environ 100 000 personnes, dont une majorité de civils bosniaques musulmans. Les horreurs de cette guerre, y compris les camps de concentration, les viols systématiques et les massacres, rappellent tragiquement les leçons non retenues du passé. Aujourd'hui, il est essentiel de se souvenir de ces événements pour honorer les victimes et tirer des enseignements afin de prévenir de telles tragédies à l'avenir.
La mémoire du génocide musulman de Bosnie nous rappelle l'importance de la vigilance face aux idéologies de haine et de l'engagement en faveur des droits humains. Nous pouvons maintenant passer à la dernière partie de cet épisode où nous aborderons la guerre du Biafra qui s'est déroulée de 1967 à 1970 et qui est l'un des conflits les plus tragiques de l'Afrique postcoloniale. Elle a opposé la région sécessionniste du Biafra, située dans le sud-est du Nigeria, au gouvernement fédéral nigérien. Ce conflit, il a entraîné des massacres de grande ampleur et une famine dévastatrice, causant la mort de millions de personnes, et c'est sur ce point que nous allons tenter de mettre en lumière. En effet, après son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960, le Nigeria est devenu une nation regroupant plus de 250 groupes ethniques. Les principaux étaient les Hausa au nord, les Yoruba à l'ouest et les Igbos à l'est. Les tensions ethniques et religieuses, exacerbées par des inégalités économiques et politiques, ont rapidement émergé. Les Igbos, majoritairement chrétiens, se sentaient marginalisés par le gouvernement fédéral, dominé par les Hausa musulmans. En janvier 1966, un coup d'État militaire mené par des officiers Igbos renverse le gouvernement fédéral. Cependant, en juillet de la même année, un contre-coup d'État, principalement orchestré par des officiers Hausa, rétablit le pouvoir du Nord. Ces événements déclenchent des massacres anti-Igbos dans le nord du pays, entraînant la mort de milliers de personnes et forçant des milliers de Igbos à fuir vers leur région d'origine. Face à cette situation, le 30 mai 1967, le lieutenant-colonel Odumegwu Emeka Ojukwu déclare l'indépendance de la région orientale, proclamant la République du Biafra, avec Enugu comme capitale. Cette sécession, elle est principalement motivée par le désir de protéger le peuple Igbo des persécutions et de garantir sa survie. Suivant cela, le gouvernement fédéral nigérien, dirigé par le général Yakubu Gowon, rejette la sécession et lance une offensive militaire pour réintégrer le Biafra. La guerre qui s'ensuit, elle est marquée par des combats intenses, des bombardements aériens et des atrocités commises par les deux opposants. L'une des stratégies les plus dévastatrices employées par le gouvernement fédéral est le blocus terrestre et maritime imposé au Biafra. En bref, ce blocus vise à isoler la région et à couper ses approvisionnements en nourriture, médicaments et autres nécessités essentielles. En conséquence, une famine massive se développe, causant la mort de 1 à 2 millions de civils, principalement des enfants. Les images d'enfants blafrés, émaciés, diffusées par les médias internationaux, choquent le monde entier et attirent l'attention sur la crise humanitaire en cours. Ces images deviennent emblématiques de la souffrance humaine et suscitent une vague de solidarité internationale. Les récits des survivants de la guerre du Biafra offrent un aperçu poignant des horreurs vécues pendant le conflit. Beaucoup ont raconté les bombardements incessants, la faim affreuse ou encore la perte de proches qui ont été marqués par des arrestations et des exécutions civiles. Les témoignages soulignent également la résilience et la détermination du peuple biafrais face à l'adversité. Par exemple, dans un article publié par Amnesty International, un survivant se souvient, je cite, « Nous étions constamment en fuite, cherchant de la nourriture et un abri. Les avions survolaient nos têtes, larguant des bombes, la faim était notre compagnon constant et la mort était omniprésente. » Ces témoignages mettent en lumière la brutalité du conflit et les souffrances endurées par les civils pris au piège de la guerre. La guerre du Biafra a eu des conséquences profondes et durables sur le Nigeria et la communauté internationale. Sur le plan national, le conflit a laissé des cicatrices profondes, exacerbant les tensions ethniques et régionales. La destruction des infrastructures, la perte de vies humaines et le déplacement de populations ont eu des effets dévastateurs sur le développement socio-économique du pays. Internationalement, la guerre du Biafra a marqué un tournant dans la manière dont les crises humanitaires sont perçues et gérées. La famine au Biafra a suscité une mobilisation sans précédent de la communauté internationale avec l'émergence de nouvelles organisations humanitaires et une couverture médiatique intensive. Les images choquantes de la famine ont sensibilisé le public mondial à la souffrance humaine et ont conduit à une augmentation significative de l'aide humanitaire. Cependant, malgré cette attention internationale, le conflit du Biafra est souvent considéré comme un massacre plutôt qu'un génocide. En effet, le terme génocide implique une intention délibérée d'exterminer un groupe ethnique, racial ou religieux spécifique. Dans le cas du Biafra, bien que les actions du gouvernement nigérien aient entraîné la mort de millions de personnes, il est généralement estimé que l'objectif principal était de préserver l'unité nationale en réintégrant le Biafra, plutôt que d'exterminer le peuple Igbo en tant que tel. Néanmoins, les atrocités commises pendant la guerre, y compris les massacres de civils et l'utilisation de la famine comme arme de guerre, ont été largement condamnées par la communauté internationale.
Ces actions ont soulevé des questions sur les limites de la souveraineté nationale et le devoir d'intervention humanitaire en cas de violation massive des droits de l'homme. Évidemment, nous avons dû ici abréger certains points de cette guerre et de l'histoire du Biafra pour une meilleure gestion du timing. Bien sûr, si la guerre du Biafra vous intéresse, on vous conseille notamment la vidéo de Mister Athès qui est disponible sur YouTube. Je vous laisse maintenant avec la conclusion. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Paul Actu. Nous espérons avoir apporté un éclairage sur ce génocide ou massacre assez méconnu, ou méritant plus de reconnaissance, et leurs répercussions encore bien présentes aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous sur Spotify pour ne rien manquer. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le développement de l'IA, et notamment le sommet qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines, rassemblant les grands chefs d'État du monde. D'ici là, prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Paul Actu.